Tendance première. François Verhegen, bonjour. Bonjour. Ravi évidemment de vous retrouver, professeur de zoologie à l'ULiège, créateur de la chaîne Sciences Bestiales et surtout très à l'écoute des questions essentielles que vous lance Véronique Tibergui. Oui, c'est vrai que c'était une idée de Véronique et quand j'étais devant ma feuille en préparant la chronique, je me suis dit de quoi je vais parler et je suis retourné dans les propositions de Véronique qui m'a posé cette question, est-ce que les animaux se suicident ? Alors réponse ? On va découvrir ça ensemble. Est-ce que vous vous rappelez de la série Flipper le dauphin ? Oui. Pour les plus jeunes, c'est donc cette série télé-américaine où on suivait les aventures d'une famille, la famille Rix et de Flipper, leur grand dauphin apprivoisé qui venait en aide aux nageurs en difficulté. Et bien après la fin de la série, Richard O'Barry, le dresseur des différents dauphins qui jouaient ensemble le rôle de Flipper, raconte une scène bouleversante. Il affirme avoir fait un câlin à l'un de ses dauphins, prénommé Cathy, avant que celle-ci ne prenne une dernière respiration et ne plonge doucement sous la surface pour ne plus jamais remonter. Selon lui, Cathy, épuisée par une vie entière en captivité, se serait suicidée. Évidemment, ça a fait jaser le monde scientifique qui criait à l'anthropomorphisme, le fait d'accorder donc à un animal des comportements, des sentiments qui sont typiquement ou considérés typiquement humains. Et pourtant, selon les spécialistes internationaux des cétacés, cette hypothèse, elle n'est pas si invraisemblable. Car contrairement à nous, les dauphins respirent volontairement, ce qui signifie qu'ils peuvent retenir leur souffle jusqu'à mourir d'asphyxie. D'autant que leur néocortex, donc cette partie du cerveau impliquée dans la motivation et la prise de décision, ce néocortex est extrêmement développé. Donc, un dauphin aurait toutes les capacités de se donner la mort. À côté du cas de Cathy, il y a de nombreuses observations qui peuvent aussi nous faire penser à des comportements suicidaires chez les animaux, comme les baleines qui échouent sur nos plages, des chiens qui se laissent mourir de faim près de la tombe de leur maître. En Suisse, dans le petit village de Lauterbrunnen, des dizaines de vaches se jettent du haut d'une falaise. Et puis il y a Flint, ce jeune chimpanzé étudié par Jane Goodall à Gombe en Tanzanie. Flint était en pleine santé, mais émotionnellement très dépendant de sa mère. Et quand celle-ci est décédée de vieillesse, Flint est resté prostré près de son corps. Il est devenu léthargique, renfermé. Il a cessé de s'alimenter. Et 3 semaines plus tard, il est décédé. La célèbre primatologue a décrit son comportement comme celui d'un chimpanzé qui avait perdu la volonté de vivre. Un chimpanzé qui se serait donc donné la mort. Alors, les animaux peuvent-ils se suicider ? Je ne vous cache pas que la question divise la communauté scientifique et quand une question fâche la science, c'est souvent qu'elle mérite d'être creusée. Pendant longtemps, la réponse officielle a été non, un non catégorique. Et cette certitude, on la doit en grande partie au sociologue Émile Durkheim, qui considérait, pour résumer, que l'animal n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'il va mourir un jour et donc il ne peut volontairement se donner la mort. Sauf que Durkheim, il écrivait cela à une époque où l'on mettait toutes les espèces dans le même panier. On sait aujourd'hui qu'il existe plus d'1 million d'espèces animales, chacune avec ses propres capacités cognitives. Donc mettre un poulpe, un chimpanzé, un rat et une méduse dans la même case, c'est un petit peu comme si on rangeait une trottinette et un Airbus A380 dans la même catégorie. Celle des moyens de transport sans plus de nuances. D'ailleurs, l'argumentation de Durkheim, elle est paradoxale. Il reconnaît lui-même que tous les suicides humains n'impliquent pas une intention consciente de mourir. Il cite les soldats qui se sacrifient au combat ou des mères qui se jettent devant un danger pour protéger leur enfant. Alors si même chez les humains, l'intention consciente de se donner la mort n'est pas toujours au rendez-vous, pourquoi l'exiger des autres animaux pour accepter de parler de suicide ? Avant d'aller plus loin dans notre réflexion, il faut quand même que je fasse un peu de ménage, parce que oui, certains prétendus suicides animaux sont bel et bien des fables. L'exemple le plus célèbre, c'est vrai surtout dans le nord de l'Europe, ce sont les lemmings. Ces petits rongeurs qu'on retrouve en Scandinavie et dont les légendes locales racontent qu'ils se jettent en masse dans la mer, les rivières ou les hautes falaises. Un mythe qui a été popularisé par un documentaire Disney dans les années 50 ou par des jeux vidéo dans les années 90. Pourtant, ils ne se suicident pas. Ils sont juste victimes de leur maladresse lors de leur migration massive en période de surpopulation. Un autre mythe tenace, c'est celui du scorpion qui se piquerait lui-même quand il est encerclé par le feu. Je ne sais pas d'où ça vient, j'ai cherché, mais le scorpion, il est insensible à son propre venin et son aiguillon ne peut physiquement pas se replier sur son propre corps. Quant aux oiseaux qui s'écrasent en masse contre des murs ou les vitres illuminées la nuit, ce n'est pas un suicide collectif non plus, mais probablement une tentative désespérée de se mettre à l'abri lors d'un danger. Si la question du suicide animal a si peu progressé ces dernières décennies, c'est certainement à cause d'un mot que j'ai déjà cité et qui terrifie les scientifiques, celui de l'anthropomorphisme.
Comme le rappelle Emmanuelle Puydébat, une chercheuse au Muséum d'histoire naturelle de Paris, la plupart des biologistes plus âgés ont été formés à étudier les animaux avec une distance clinique absolue. Surtout ne jamais leur prêter d'émotions, de sentiments, d'états mentaux, de comportements humains. Résultat, en voulant éviter l'anthropomorphisme, on est passé à côté de pans entiers de la vie des animaux, comme l'empathie, l'altruisme, le deuil, la dépression, des thèmes dont j'ai parfois parlé ici en chronique. Mais donc timidement, les choses changent évidemment. Il y a un second problème à l'étude du suicide chez les animaux, c'est un problème de vocabulaire. Le mot suicide implique, dans sa définition, je l'ai dit, une intention consciente de mettre fin à ses jours. Or, démontrer l'intentionnalité chez un animal, c'est super complexe. Alors Emmanuelle Puydébat, elle propose de parler d'autodestruction plutôt que de suicide. Ça débloque le débat, dit-elle, ça permet d'avancer, parce que des comportements d'autodestruction chez les animaux, il y en a à l'appel. Par exemple, des poulpes enfermés dans des aquariums où il n'y a aucune distraction, ils s'échappent pour aller mourir desséchés hors de l'eau. Quand on a enrichi leur aquarium avec des objets divers, les évasions ont cessé. Chez les insectes, les pucerons se font exploser pour empêcher un prédateur de manger leur colonie. Un comportement que l'on nomme l'autotise et que l'on retrouve aussi chez des fourmis ou des termites. Donc, de l'autodestruction, ça existe. Ont-ils conscience qu'ils vont se donner la mort? Pour les insectes dont je suis spécialiste, je vous accorde qu'on ne sait pas. Mais pour les autres, pour les mammifères, pour les rats ou les singes, on est nombreux à être convaincus. Je me justifie avec un magnifique paradoxe. La recherche scientifique utilise depuis des décennies les rats ou les macaques pour étudier les mécanismes qui conduisent au suicide chez l'humain. Dans certains pays, les chercheurs soumettent ces animaux à de l'isolement, à du stress social. On arrache des petits à leur mère. On observe que certains individus développent des comportements d'automutilation, refusent de s'alimenter, meurent de désespoir. On étudie chez eux les mêmes neurotransmetteurs dont le déséquilibre est associé à la dépression et au suicide chez l'humain. Aujourd'hui, certains animaux domestiques souffrant d'anxiété et de dépression sont même traités avec succès avec des antidépresseurs destinés aux humains, comme le Prozac ou le Xanax. Vous le voyez venir, le paradoxe? Si des animaux partagent les mécanismes émotionnels, biologiques et neurochimiques qui mènent au suicide, les mêmes que chez les humains, alors on ne peut pas exclure qu'ils puissent eux aussi avoir l'intention de se suicider. Et si au contraire on considère que ces animaux ne sont pas capables de suicide, alors il faut tout simplement cesser de les utiliser comme des modèles pour étudier le suicide humain, puisque par définition ils ne peuvent pas nous éclairer sur un phénomène dont ils seraient exempts. Pas assez intelligents pour se suicider, mais suffisamment pour nous aider à comprendre notre propre suicide. Moi je trouve ça une triste hypocrisie. Alors, les animaux se suicident-ils? La réponse honnête, c'est qu'on ne sait pas avec certitude. On ne peut pas entrer dans la tête d'un dauphin, d'un chien ou d'un puceron pour vérifier s'il a l'intention consciente de mourir, mais on ne peut pas non plus affirmer le contraire. Très intéressant à explorer et effectivement beaucoup de questions encore autour de ça. Vous avez d'autres questions pour François Verhegel? Plein. Je ne vais pas hésiter. Merci François, merci beaucoup.